Au XVIIe siècle, les navires de guerre sont construits à la force des bras. Tout commence par la quille, la colonne vertébrale du bâtiment. Construire un vaisseau de guerre, c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir créé une coque à partir d'une quille sur laquelle on va greffer, comme sur votre sternum, des côtes, c'est-à-dire des couples en bois. Ces couples, appelés membrures, donnent la forme de la coque. Celle-ci est nettement moins effilée que la coque de la galère car les constructeurs recherchent moins la meilleure pénétration dans l'eau qu'à répartir efficacement le poids considérable de l'artillerie. Pour ériger une protection infranchissable, la distance entre chaque membrure est inférieure à la largeur d'un boulet. Cette structure, sur cette charpente, on va venir clouer le bordage à l'extérieur, donc des très longues lames de bois qui vont venir se placer le long de la coque, depuis la quille jusqu'au pont supérieur. À l'intérieur, il y a un renfort également, une peau intérieure, si vous voulez, qu'on appelle le vaigrage. Donc on a encore un renfort de planches de bois à l'intérieur. Membrures, bordage et vaigrage forment une coque pouvant avoir jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. C'est pourquoi on l'appelle la muraille. Cette muraille est percée pour les sabords. Ils sont disposés à égale distance, 2,40 mètres les séparent. Et pour ne pas fragiliser la coque, ils ne sont pas superposés, mais disposés en damier. La position des sabords est une question cruciale, comme le montre le destin tragique du Vasa. Le drame survient lors du voyage inaugural du navire suédois, le 10 août 1628. Le bateau était très mal équilibré, que les sabords étaient trop bas et que l'eau s'est engouffrée très rapidement dans la coque du bateau et l'a fait couler très vite au fond de l'eau. Ce jour-là, les 1000 marins à bord perdent la vie dans le port de Stockholm. Le naufrage du Vasa met en lumière l'importance de la hauteur de batterie. C'est la distance qui existe entre la ligne de flottaison et le bas du sabord de la batterie basse. Donc il faut qu'il y ait une certaine hauteur, sinon le navire va embarquer de l'eau par les sabords et il va finir par couler. Et cette hauteur de batterie donc, ne doit pas être trop basse, mais ne doit pas non plus être trop haute, parce que sinon c'est la stabilité du navire qui est en cause. Il va être instable sur l'eau, il ne va pas être assis correctement, il n'aura pas une bonne assiette. Après 1 an de chantier, la coque est terminée et mise à l'eau. La dernière étape peut commencer, l'armement du navire. Il ne s'agit pas de disposer les pièces d'artillerie, mais d'installer les mâts, les voiles et les cordages. Les mâts culminent à 30 mètres de haut, soit un immeuble de 10 étages. Pour faciliter leur pose, les constructeurs utilisent une sorte de grue appelée machine à mâter. On a ce qu'on appelle une machine à mâter, qui est à peu près 70 mètres de haut, qui était composée de grandes mâtures reliées entre elles par des cordages, qui étaient destinées à soulever des charges très lourdes et à mettre dans le bateau, à la verticale, la partie des bas-mâts. Donc les mâts qui sont en bas, et ensuite on met la partie supérieure des mâts qu'on va encercler de fer et qui fait qu'on va pouvoir ensuite y adjoindre toute la série des voiles. La surface des voiles détermine la vitesse du navire, un élément décisif au cours de l'affrontement en mer. Comme les bateaux sont de plus en plus gros, qui sont de plus en plus lourds puisqu'ils portent de plus en plus d'artillerie, il faut qu'ils aient des voilures de plus en plus performantes, puisque la voile, c'est le moteur. Donc on augmente la surface de voilure pour que le bateau puisse avancer plus vite. Les voiles, on pourrait pratiquement les diviser, on dirait, en 2 groupes. Les grandes voiles rectangulaires ou trapézoïdales sont des voiles qui sont surtout utilisées pour la poussée et pour la vitesse. Et les voiles plus petites, triangulaires ou carrées, sont des voiles davantage utilisées pour les manœuvres, pour la maniabilité du navire. Toute voile dehors, ces navires lourdement armés atteignent 9 nœuds, soit 17 km/h. C'est 30% plus vite que les galères.
Il faut 1 an et demi à la centaine de professionnels pour construire ces seigneurs des mers. Chaque bâtiment est unique car les maîtres constructeurs gardent jalousement leurs secrets de fabrication. Ce qui est assez extraordinaire dans ces marines en bois, c'est que les constructeurs, ils se transmettaient sur 6, 7 générations un savoir technique. Les concepteurs de cette marine savent retenir les bonnes formules. C'est comme des recettes de cuisine. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre, on conserve l'équilibre. Puis il y a un savoir-faire, il y a un coup de main, il y a tout cela. Si les recettes de cuisine permettent le plus souvent de produire des navires performants, elles donnent parfois des bâtiments incapables de prendre la mer. Au prix de ces vaisseaux, la marine ne peut se permettre un échec comme le Vasa. Le nombre de gens qu'il faut entre les maîtres constructeurs, les scieurs de planches, les canonniers, les fondeurs, les voiliers, tout ce qui est nécessaire sur un bateau en planche, en chanvre, en canon, en armement, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Un bateau, c'est quand même 1 million de livres à la fin du 18e, qui représente en gros 300 kilos d'or. Ce coût extraordinaire pour l'époque oblige la France à établir des standards de construction qui garantissent le niveau d'excellence des navires. Les arsenaux comme Toulon, Brest, Rochefort ou Lorient jouent un rôle essentiel. Il s'y développe de nouvelles solutions techniques et on y forme les meilleurs constructeurs à l'aide de maquettes extrêmement fidèles. Ces modèles qui sont de très grande dimension, en général au 1/10e, c'est une sorte presque de simulateur. On est là autour, on est là pour apprendre, on est là pour voir un petit peu l'effet du vent aussi sur les voiles, et il est réellement là pour l'instruction des maîtres constructeurs. Donc c'est vraiment une école en 3D. En 1765, la France crée l'école de génie maritime. Elle forme les futurs ingénieurs qui remplacent les constructeurs d'antan. Ces hommes de science utilisent les nouvelles mathématiques et imposent les plans. C'est la naissance de l'architecture navale moderne. Cette politique porte ses fruits en 1782. La France construit le navire de guerre presque parfait. Au 18e, l'époque a changé. On a définitivement abandonné certains bateaux qui étaient peu efficaces et on a perfectionné un outil qui est le vaisseau de 74 canons. C'est l'outil de guerre par excellence. Son nom, le Téméraire. C'est le premier navire de guerre construit suivant un plan d'architecture navale. Ce plan est l'œuvre de 2 hommes, Jean-Charles de Borda et Jacques-Noël Sané. Borda, c'est l'académicien, le mathématicien, le savant. Et Sané, c'est l'ingénieur de haut niveau, extrêmement compétent, et qui a fait toute sa carrière en suivant la filière de formation de l'époque des ingénieurs constructeurs. Ensemble, ils optimisent le vaisseau de 74 canons conçu 40 ans avant. Ils trouvent le meilleur compromis entre puissance de feu et qualité nautique. C'est enfin le résultat d'une longue recherche pour obtenir un navire qui soit capable d'aller aussi bien à la mer que possible, tout en remplissant ses fonctions militaires, c'est-à-dire être une plateforme d'artillerie. Les dimensions du navire sont impressionnantes. 57 mètres de long, 15 mètres de large. Et son mât le plus haut culmine à 85 mètres. Quand on imagine un bateau amarré à un quai, à hauteur d'homme, avec ses étages de voile, c'est assez impressionnant. Si on déployait la voilure et la coque d'un vaisseau de 74 canons devant l'Arc de Triomphe, celui-ci serait complètement occulté, complètement invisible. Il affiche sur la balance 2950 tonnes. Ce colosse est propulsé par plus de 40 voiles d'une surface totale de 2600 mètres carrés, l'équivalent de 6 terrains de basket. Son puissant moteur lui permet d'atteindre la vitesse inédite de 11 nœuds, soit 20 km/h. Le navire est aussi d'une maniabilité hors du commun, un avantage crucial lors d'un affrontement. C'est les qualités nautiques qui sont recherchées parce que dans les combats,
Le virement de bord est une opération très complexe. Le virement de bord, c'est une demi-heure de manœuvre, en supposant que l'ennemi n'est pas autour en train de vous tirer dessus de tous les côtés. Donc la recherche de la manœuvrabilité, c'est essentiel en termes de guerre. Ce vaisseau vire de bord en 15 minutes seulement. C'est 2 fois moins que ses adversaires. Cette prouesse est rendue possible par l'ajout d'un élément sur la voile d'artimon, situé à l'arrière du navire, la baume. Petit à petit, cette voile va se perfectionner. C'est que le bas de la voile va être frappé d'une pièce de bois qu'on appelle une baume et qui va venir raidir la voile. Et ça, c'est génial parce que ça va permettre donc d'établir la voile très finement, de l'orienter à de quelques degrés supplémentaires ou pas. Rapide et manœuvrant, ce navire est aussi puissamment armé. Ses 74 canons sont disposés en 2 batteries. Dans la batterie basse, 28 pièces de 36 livres, dans la batterie haute, 30 pièces de 18 livres. Sur le pont supérieur, 16 pièces de 8 livres. Dans ses soutes, il embarque 4400 boulets et 22 tonnes de poudre, de quoi tenir 6 mois. Ce navire est une redoutable plateforme d'artillerie. Le vaisseau de Sanet et Borda est la pièce maîtresse de la marine française. Ce bâtiment est construit selon des plans qui vont standardiser le modèle. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de largement développer cette construction selon des modèles préétablis, standards, avec donc un bâtiment qui va être identique. En un siècle, une centaine de bâtiments sortent des chantiers. Cette réussite inspire les marines étrangères qui cherchent à le copier. Au XVIIIe siècle, l'espionnage industriel est extrêmement fort. On va avoir des ingénieurs britanniques qui vont essayer de venir espionner à Toulon, mais aussi à Rochefort. Cet espionnage aussi, on le pratique lorsqu'on capture un bâtiment ennemi. Donc là aussi, il y a toute une circulation de savoir-faire, de techniques.